Chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance axée sur les techniques de narration. Comme vous pouvez voir, c'est une activité de langue qui se penchera sur l'étude des mécanismes propres au texte narratif. Qu'est-ce qu'il organise, comment il se présente et par le moyen de quel procédé cette organisation tient-elle cours dans la présentation de tout texte narratif. Alors les objectifs de notre séance. D'abord, c'est d'identifier le fonctionnement des techniques narratives dans le récit et saisir leurs valeurs, ou bien pourquoi sont-elles employées dans le texte, s'approprier ces techniques dans la conception du récit. Et cette étape est très importante, étant donné qu'elle vous permettra de s'approprier les outils et les mécanismes propres à la narration dans l'élaboration d'un travail de production écrite. Donc vous pourriez dire que cette activité de langue, et c'est une chose qui est évidente, est une préparation directe à la production écrite. Pour le texte support, on a choisi de prendre un extrait du chapitre 2, bien sûr du module « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddin, du roman « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddin. Lisons ensemble l'extrait. Il but son thé à petites gorgées, fuma plusieurs cigarettes. Cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies qu'il croyait cicatrisées depuis longtemps. Il se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, mais il n'y avait rien. La misère régnait partout et une grande épidémie de typhus emportait les plus faibles. Seuls les Européens étaient soignés à temps. Cette maladie sévissait surtout dans le peuple, chez les indigènes comme on les appelait alors. Pour les consignes de notre exercice d'observation, d'abord on vous demande d'observer bien le texte et de dégager le rythme de narration. Alors quand on parle de rythme, chers apprenants, on parle de, bien sûr, la succession des faits dans le texte narratif, étant donné que le texte narratif fait le compte-rendu des actions. Et à ce niveau-là, on devrait ensemble dégager l'ordre de présentation de ces événements dans le texte. Deuxième consigne, que pouvez-vous dire sur ce dernier? C'est-à-dire, quelles remarques pouvons-nous tirer en tant qu'observateurs de ce mouvement général du texte ou bien de ce mouvement narratif du texte? Troisième consigne, quel est le point de vue narratif présent dans le texte? Quand on dit point de vue narratif ou focalisation, c'est-à-dire quel est le focus narratif qui a été adopté par le narrateur dans son texte en vue de présenter les événements en question. Alors pour ce qui est du point de vue narratif, et vous l'avez bien vu les années précédentes dans plusieurs modules, que ce soit en tronc commun ou bien en première année bac, les trois points de vue narratifs qui peuvent exister sont le point de vue externe, et à ce niveau-là, l'observateur ou bien le narrateur reste à l'extérieur de l'action, il rapporte ce qu'il est en train d'observer, bien sûr à son lecteur. La deuxième focalisation ou bien le deuxième point de vue narratif, c'est la focalisation interne, et à ce moment-là, tout ce qui est environnement, tout ce qui entoure, bien sûr, le personnage est perçu d'après son regard. On s'infiltre dans les sens de ce personnage pour rapporter ce qu'il voit. Ensuite, le point de vue omniscient, ou bien la focalisation zéro, qui présente la totalité, ou bien la connaissance totalitaire des faits racontés de l'histoire. Le passé du personnage, son présent, son devenir, et bien sûr, comment l'histoire se présente-t-elle. Pour ce qui est de la première consigne, observer le texte et dégager le rythme de narration. On va voir par le moyen de quel outil ce rythme s'organise-t-il ou bien se présente-t-il dans le texte. Pour le repérage, premier, comme vous voyez, chers élèves, sur le texte, il y a des verbes qui sont en caractère vert, d'autres en mauve, d'autres en rouge, vu qu'il y a une différence temporelle au niveau de ces verbes. Il but, alors but ici, c'est le verbe boire conjugué au passé simple, fuma aussi, verbe fumer conjugué au passé simple, avait rouvert, ici il y a un changement temporel, c'est le plus que parfait, relatant l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Et bien sûr, par la suite, il y a une succession
des verbes conjugués à l'imparfait. Croyez, régnez, avez, emporté, sévissez et appelez. Donc vous avez ici la présence d'un passé simple, il se revit. Peut-être que ce passé simple relate un peu l'instant furtif, rapide de ce souvenir qui jaillit de la mémoire du personnage en présence. Ainsi, nous avons pu remarquer qu'il y a des verbes qui sont conjugués au passé simple, d'autres listes de verbes qui présentent l'imparfait, bien sûr, comme temps de narration, et entre les deux, il y a le plus que parfait avait rouvert. Pour l'analyse de notre repérage. Le repérage des temps du récit a permis de dégager un rythme qui se décline comme suit. Donc, il y a un rythme, on pourrait dire bipartite, organisé en deux parties, on va voir pourquoi. Vous avez les verbes il but plus fuma, et qui sont des passés simples indiquant la succession des faits. Puisque, chers élèves, le passé simple, il concerne toujours des faits qui sont instantanés, brefs, achevés et accomplis dans leur temporalité. L'effet déclencheur du flashback, parce que le verbe boire et le verbe fumer, ce sont deux actions qui sont assurées par Bouchaïb, le personnage principal dans le texte et dans l'œuvre aussi. Donc, ce sont deux actions qui sont présentées et on va voir quelle est la fonctionnalité de ces deux actions. Pourquoi elles sont mises en début, en ouverture du texte, et pourquoi il y a un changement temporel après, bien sûr, l'exploitation de ces temps. Ensuite, après l'utilisation de ces deux passés simples, on voit qu'il y a l'action de rétrospection, ou bien de retour en arrière, de flashback, bien sûr, de recul, ou bien d'escapade, comme ça a été qualifié dans le texte, escapade brusque, ou bien brusque escapade, qui est caractérisée ici par l'emploi d'un plus que parfait, avait, rouvert, et bien sûr qui déclenche ce qu'on appelle le retour en arrière. Après ce retour en arrière, des verbes conjugués à l'imparfait vont se manifester dans le texte et qui sont relatifs à la description du temps de la colonisation. Donc ce sont des imparfaits qui déclarent ici ou bien qui expriment l'état dans lequel se trouvait le Maroc durant l'époque coloniale ou bien durant l'époque du protectorat. Ils réfèrent au temps de l'histoire. Et là, chers élèves, j'aimerais attirer votre attention sur ces deux instants. Temps de narration, c'est le temps dans lequel le personnage accomplit l'action, et le temps de l'histoire, c'est par rapport au souvenir restitué, bien sûr, par le personnage principal. Alors, on peut parler ici d'analepse. Analepse, c'est-à-dire retour en arrière, c'est la même chose. Analepse, qui est préparé par la première étape où se succèdent les passés simples, plus l'étape des imparfaits qui est préparée ou bien augurée, ouverte par l'emploi du plus que parfait exprimant l'antériorité. Dans l'échelle temporelle, le plus que parfait est le temps ancien, le plus ancien par excellence. Il exprime l'antériorité par rapport aux autres temps de passé, bien sûr, de narration. Il favorise le plongeon dans le passé lointain du personnage et favorise la restitution du souvenir ou bien de l'événement recomposé. Passons à un autre texte et essayons d'opérer, bien sûr, presque de la même façon, mais en ajoutant une autre consigne. Donc, extrait numéro 2, chapitre 4 du roman « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddine toujours. Les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées, ils foraient des puits, plantaient des orangers, semaient du blé. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles flahs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service des nouveaux maîtres pour survivre. Ceux qui avaient eu la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge. La consigne qui est présentée dans ce texte est très claire. On vous demande d'identifier le point de vue narratif qui est employé, ou bien la focalisation employée dans le texte, en vue de voir en quoi cette focalisation favorise-t-elle
les mécanismes de narration qu'on va, bien sûr, chercher dans le texte ou bien essayer de repérer dans le texte. Avant de bien sûr procéder à l'analyse du repérage ou bien à l'élaboration du repérage ensemble, il faut dire aussi que la présence de mots qui sont normalement arabes et relatés en français, c'est une marque du roman ethnographique ou bien du roman maghrébin d'expression française. Donc, il n'est pas étonnant de voir des mots qui sont arabes exploités dans des textes d'expression française. Alors, Bouchaïb est l'ultime témoin dans cet extrait. Il connaît tout de l'histoire. C'est lui qui rapporte l'événement. Donc, il est l'ultime témoin d'une époque située temporellement au passé et qu'il va relater par le moyen, bien sûr, du souvenir. Le souvenir est douloureux de l'époque de colonisation. Il est aussi restitué à travers son propre regard, le regard du personnage. Il peut rendre état de ses constatations subjectivement, qu'on n'est pas face à un texte qui est objectif. Au contraire, on est face à un texte qui est subjectif. Par le moyen des indices relatifs à la subjectivité, vous avez des modalisateurs sous forme d'adjectifs nouveau maître par rapport à qui? Et puis humble, flah, on parle ici de supériorité, d'infériorité par rapport, donc, du côté des colonisateurs et du côté des agriculteurs marocains de l'époque. La qualité de l'information fournie dans le texte, c'est vrai qu'elle fait de ce texte comme un témoignage sur une époque. Donc, il y a cet aspect documentaire. Mais il y a aussi ce narrateur omniscient qui connaît tout de l'histoire et qui maîtrise parfaitement l'information pour la communiquer au lecteur. C'est vrai qu'on est face à une fiche historique, un témoignage subjectif sur une époque, mais aussi on est face à une information qui est transmise dans le récit par le moyen de la focalisation zéro. Donc on peut dire qu'en plus de l'ordre de narration qui peut exister dans un support narratif ou bien dans une séquence narrative, on parle aussi de focalisation qui est une autre technique de narration par excellence. Donc on dira, pour faire la conceptualisation ensemble, que le rythme narratif du texte premier, support, est bipartite, c'est-à-dire il est composé de deux parties et met en évidence deux temporalités séparées par un intervalle introduit par le plus que parfait. Donc c'est comme s'il y avait une césure temporelle qui renvoie le lecteur à un passé lointain du personnage et lui permet de le découvrir. On dira ainsi que le temps de narration correspond au récit à la troisième personne, le il, et tient place au début du texte. Quant au temps de l'histoire, le temps du souvenir, il est restitué ou bien recomposé par le personnage de Bouchaïb lui-même. Le passage du premier temps au deuxième s'effectue par le retour en arrière ou bien ce qu'on appelle le flashback, le retour en arrière, le feedback ou bien l'analepse. En plus, bien sûr, de la technique du retour en arrière, on peut trouver, chers élèves, le contraire, l'anticipation. Bien là, prolepse. Et à ce moment-là, on est dans le fait d'anticiper, et c'est une marque aussi de l'omniscience, d'avancer directement ou indirectement ce qui suivra plus tard dans l'action. La focalisation est une autre technique de narration qui correspond à l'angle de vue, bien le focus, du narrateur dans son récit. L'omniscience dans ce chapitre favorise le souvenir et la description de l'époque de colonisation. Bien sûr, toujours en termes de typologie et d'identification des textes, il faut partir ou bien constater la généralité, bien la prédominance, ce qui domine. Bien sûr, le texte, il présente quelques séquences descriptives, mais la dominance est narrative. Pour notre exercice d'appropriation, je vous propose le texte suivant, bien sûr qui est extrait aussi du chapitre 1 de l'œuvre de Mohamed Khairuddin, Il était une fois un vieux couple heureux. Lisons ensemble le passage. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus un buisson touffu de ronces et de nopals et quelques amandiers vieux et squelettiques. Elle avait été la demeure d'un couple âgé sans descendance qui n'attirait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret au milieu des familles nombreuses et bruyantes.
L'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. On vous demande ici de repérer les techniques de narration présentes dans le texte. C'est comme une façon de récapituler ce qui a été avancé avant. Alors, à partir de ce texte, quelles sont les techniques qui sont exploitées pour raconter? On va voir ensemble. Alors, le texte a été repris, mais en suivant deux codes chromatiques différents, le mauve pour une séquence et le rouge pour une deuxième séquence. On va voir quel est le point de ressemblance, quels sont les points de ressemblance et de différence entre les deux. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus un buisson touffu, de ronces et de nopals et quelques amandiers vieux et squelettiques. Le texte qui commence, ou bien qui est caractérisé par le rouge, commence par un plus que parfait. Elle avait été. Donc ici, entre la première partie du texte et la deuxième partie, il y a un retour en arrière. Maintenant, comment est cette vallée? Comment cette vallée se présente-t-elle? Elle est dans l'état qui est décrit dans la première partie. Mais le retour en arrière effectué et favorisé par le plus que parfait montre comment cette vallée avait été au passé. Donc, elle avait été la demeure d'un couple âgé sans descendance qui n'attirait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret au milieu des familles nombreuses et bruyantes. L'homme, c'est-à-dire Bouchaïb, avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Pour la remarque qu'on peut tirer, bien déduite de cet extrait, c'est qu'il y a la présence de deux réalités temporelles. Ce sont deux réalités temporelles, bien sûr, avec la césure ou bien la coupure introduite par le plus que parfait, deux réalités temporelles passées et présentes. Le passé dans les deux premières lignes est bien sûr l'adjectif squelettique et dans les 4 dernières lignes, c'est le moment présent ou le moment où, c'est plutôt le moment de narration. Alors, la présence des deux réalités temporelles passé et présent met en évidence le retour en arrière, déclenchant la narration au passé. On parle d'analepse ou bien de retour en arrière. Le point de vue omniscient est très apparent à travers la connaissance suprême de l'état de cette vallée, au passé et bien sûr au présent. Passons maintenant à l'exercice de prolongement qui vous permettrait d'exploiter les techniques de narration abordées déjà dans l'activité de langue et de les investir dans votre travail de production écrite. À vos plumes, à votre tour, et en usant des techniques de narration abordées dans cette activité de langue, racontez votre quotidien lors du déconfinement actuel, c'est-à-dire au moment même où l'on est en train de parler, tout en effectuant une analepse ou bien un retour en arrière sur le quotidien lors du confinement. Donc ici, vous aurez par conséquent deux réalités temporelles, le présent du déconfinement et le passé du confinement, et vous allez établir le rapport temporel entre les deux par le moyen du retour en arrière ou bien du flashback. Alors ici, pour la consigne, vous choisissez le point de vue omniscient qui conviendrait le plus à votre élan narratif. Bien sûr, ici, la consigne n'est pas strictement obligatoire. Vous pouvez changer, varier les points de vue selon, bien sûr, votre volonté, mais on a envisagé de parler de point de vue omniscient parce qu'il s'agit d'une expérience personnelle. Et personne ne saurait rendre état de son expérience, sauf la personne elle-même. Donc, bien sûr, je vous propose ensuite un petit plan de rédaction pour cet exercice de prolongement qui se déclinera comme suit. Votre travail suivra une organisation particulière puisque vous avez deux réalités temporelles. Vous devriez présenter deux parties dans votre travail. Une première partie qui, dans un premier temps, organisera la séquence narrative de manière à garantir la succession des événements. Et là, dans la partie du déconfinement, vous pouvez raconter votre quotidien en employant le schéma narratif. État initial, événement perturbateur, ou bien péripétie, événement
éléments de résolution et situation finale, ou bien se contenter de raconter le suivi des événements lors du déconfinement. Par la suite, dans un deuxième temps, vous allez insérer le retour en arrière qui se déclencherait avec l'utilisation d'un temps exprimant l'antériorité, comme par exemple le plus que parfait. Ou bien, si vous comptez raconter en employant le présent de la narration, puisque la consigne n'a pas précisé quel temps vous devriez utiliser pour écrire. Mais si vous voulez raconter au présent, utilisez le passé composé parce que la relation qui est entretenue entre le passé composé et le présent ressemble à celle qui est entre le plus que parfait et l'imparfait. Pour relater le quotidien durant le confinement, et là vous allez introduire la technique de l'analepse. N'oubliez pas surtout les outils de narration que vous connaissez déjà, et j'en suis sûre, comme par exemple le cadrage spatio-temporel. Vous allez concevoir le cadre spatio-temporel de votre narration, insérer les personnages propres à votre récit. Et puisqu'il s'agit d'expériences personnelles, n'oubliez pas d'introduire une petite séquence descriptive, pourquoi pas, qui décrirait votre ressenti ou bien le sentiment produit par, que ce soit la première partie de votre texte qui relate les événements du déconfinement ou bien la deuxième partie qui relaterait le quotidien durant le confinement. Chers élèves, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie d'être attentifs.